Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Il y est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 28 mai 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Kaolack en marge de la journée de lecture collective du Saint-Coran recommandée par le khalife général des Mourides de Serigne Mountakha Mbacké. Le collectif des maîtres coraniques en a profité de cette journée pour dénoncer leur non-implication aux préparatifs des assises nationales dédiées au Dara. Nous nous rendrons à Touba Ndorong. Dialogue national qui s'inscrit dans le calendrier républicain qui s'ouvre aujourd'hui à Diamniadio selon le facilitateur. Tout est mis en œuvre pour ce que ce dialogue soit inclusif et méthodique. Grossesse précoce en milieu scolaire, un phénomène qui aggrave le taux d'abandon scolaire des jeunes filles au Fouladou. Et en termes de taux de prévalence, Kolda occupe la 3e place au niveau national. Nous serons au CM Cycle Nord dans la commune de Kolda. Sur l'international, Mali, violente attaque à Djoura. 40 soldats maliens tués par des djihadistes affiliés au groupe Djenin lié à Al-Qaïda. Sport face à la presse hier, le coach Pape Thiaw revient sur la non-convocation de son vice-capitaine Sadio Mané pour des raisons personnelles pour les 2 rencontres amicales à venir. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Je vous dis bonjour. Code Sec Kenemé assure les opérations techniques. Le ministre de l'Urbanisme et des collectivités territoriales, Boussa Bala Fofana, déplore les 11 morts enregistrés suite à l'effondrement d'un immeuble à Touba. En visite dans la ville sainte, il promet que les responsabilités seront situées. Le récit de notre correspondant permanent sur place, Mamadou Moustapha Mbaye. En déplacement à Touba, après l'effondrement tragique d'un immeuble à Darou Khoudo sur la route de Guédé, non loin du garage Darou, le ministre de l'Urbanisme Moussa Bala Fofana a regretté les pertes en vies humaines, aujourd'hui dénombrées à hauteur de 11, pointant du doigt le manque de professionnalisme. Nous avons pu constater sur les lieux le premier rapport technique sur les manquements. Premièrement, nous avons constaté que la réalisation du bâtiment a suivi un rythme très rapide. Parce qu'en l'espace de 5-6 mois, 7 mois, ériger un R+3 avec autant de rapidité sans laisser à la structure le temps de se solidifier est déjà un problème. Les autres éléments qu'on a pu constater, toujours dans l'analyse préliminaire et qui est à confirmer, c'est l'état des matériaux de construction, un ciment, un mélange qui n'a pas forcément les qualités requises, mais surtout un problème de structure qui se voit déjà. Autant de points qui montrent qu'il était important, avant de se prononcer sur la situation, de prendre le temps non seulement de sauver les vies, mais de faire un premier diagnostic qui repose sur du juste et sur du vrai. Le ministre a également révélé que l'entreprise en charge du chantier avait déjà été impliquée dans un précédent drame, soulevant ainsi de lourdes interrogations sur le respect des normes de construction. Il a assuré que les responsabilités seront établies afin que des mesures soient prises pour prévenir de futurs accidents. Mamadou Moustapha Mbaye, Touba, Alfayda FM. Mamadou Moustapha Mbaye de Touba, nous voici dans la commune de Ndiafat où le foncier fait quotidiennement des victimes sur la vente illégale de terrains nus. Et selon le premier adjoint au maire, Papa Dembambaou, aujourd'hui la mairie a tout régularisé et détient toutes les cartes licites. Nous l'écoutons au micro d'Anil Badara Diop. C'est juste pour éclairer les lanternes parce que j'ai l'impression que les gens, ils veulent faire de la divagation. Cette histoire de lotissement, c'est depuis 4 ans. Les gens sont en train de traîner parce que la mairie a entrepris pour faire des régularisations. Parce qu'il faut nous donner un petit postulat de base. Ça veut dire que ces gens qui sont en train de crier, c'était les vendeurs de maisons jadis. C'est eux qui vendaient les terrains. Mais maintenant que la mairie a tout régularisé, donc ayant en sa possession toutes les cartes du site, maintenant ils ne peuvent plus vendre. Donc c'est normal qu'ils agitent les gens. C'est normal qu'ils fassent ces choses-là. Ils n'ont pas autre chose à faire. Mais aujourd'hui, comme le domanial l'a dit, s'il y a par exemple 5 familles à qui on doit attribuer des terrains, mais les 3 ont déjà pris leur terrain. Mais les autres, quand on les a appelés à la gouvernance, qu'est-ce qu'ils ont dit?
Le chef de village, ancien gendarme, il a osé dire devant le gouverneur que j'ai autorisé mon frère à vendre une maison parce qu'il avait des problèmes. Mais le gouverneur était ébahi, celui qui est le gouverneur de Dakar aujourd'hui, il lui a dit mais ce que tu dis c'est grave. Le commandant de brigade, toute la gendarmerie, toutes les forces de l'ordre sont là. Dans mon bureau, vous affirmez que vous avez vendu des terrains. Alors que ça c'est illégal. Mais comment voulez-vous qu'on laisse des gens, des citoyens simples, vendre alors que la mairie n'a pas le droit de faire un lotissement dans les règles de l'art avec toutes les commodités distribuées aux populations? Non, la position de la mairie n'a jamais changé. Pour arrêter la spéculation, on a fait une agglomération, c'est-à-dire qu'on a fait un lotissement sur l'agglomération de Ndiafat et de Koutal. Après, la mairie a ouvert un registre pour demander aux postulants de venir postuler. Tout Sénégalais, il a le droit d'habiter un Mbouroua, il peut habiter Koutal parce qu'il a servi peut-être au camp, il est agent de la fonction publique, il est affecté à Koutal, il a le droit de postuler, avoir une maison. Comme moi, je suis fils de Koutal et je peux avoir une maison ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est régulariser pour pouvoir ordonner l'agencement et la distribution des terrains. Mais sans un lotissement, tu ne peux pas le faire. Le premier adjoint au maire de Ndiafat, Papa Demba Mbao, sur le foncier à Ndiafat. Santé, nous en parlons dans ce midi après un mot d'ordre de grève de 72 heures renouvelable en cas de non-respect. Les médecins en spécialisation dénoncent les promesses non tenues par les autorités concernant leur statut, la prise en charge médicale, les congés de maternité ainsi que le paiement régulier de leurs bourses. Docteur Bakary Demba Sagna, que je vous propose d'écouter. Ce mot d'ordre est lié à la persistance de plusieurs problèmes qui ont fait l'objet donc de préavis, de plateformes de vindicatifs qui ont été déposés à notre ministère tutelle. Mais nous sentons toujours une immobilité par rapport à la prise en charge de ces problèmes. Ces problèmes sont entre autres liés donc au statut du docteur en spécialisation, à la prise en charge médicale du docteur en spécialisation, surtout dans la transversalité, à la rémunération adéquate des docteurs en spécialisation, c'est-à-dire nous ne bénéficions toujours pas de la motivation hospitalière, au paiement régulier des bourses donc, de spécialisation. À ce jour, le ministère donc, a contracté un retard de 25 jours pour les paiements du mois d'avril. Et il y a donc des émissions qui aujourd'hui vont aller vers 5 mois sans percevoir de bourse. Et le dernier point, c'est les problèmes qui sont liés au congé de maternité. Ce mot d'ordre de grève ne passera pas sans conséquences sur le fonctionnement des hôpitaux, car nous n'allons pas faire les consultations, nous n'allons pas faire le programme opératoire réglé, nous n'aurons pas fait les hospitalisations. Donc, ce qui va perturber donc, le fonctionnement normal des hôpitaux et qui va avoir une répercussion sur la prise en charge donc, des patients dans les hôpitaux. Et donc, nous comptons suivre ce mot d'ordre avec fermeté jusqu'à ce qu'on puisse avoir satisfaction sur les différents problèmes suscités et que aussi nous exhortons à nos autorités à aller vers un dialogue, à aller vers une considération ou bien une revalorisation du docteur en spécialisation parce que nous disons tout le temps que les autorités n'ont pas un respect envers nous parce que c'est pas du tout concevable qu'un médecin qui a déjà soutenu sa thèse avec son doctorat, qui est venu pour approfondir ses connaissances, travaille toute l'année avec qu'un seul mois de congé du lundi au vendredi sans avoir de statut, sans avoir de prise en charge hospitalière et sans rémunération adéquate. Donc ceci est inacceptable et inadmissible. Docteur Bakary Demba Sagna, sur les 72 heures renouvelables en cas de non-respect. Religion, nous en parlons dans ce 12 heures. Ndorong a vibré au rythme du Saint-Coran. Lecture du Saint-Coran, suivi à la lettre, pourrait-on qualifier la réponse des musulmans à la recommandation du khalife général des Mourides par une récitation du Saint-Coran. Mohamedou Lamine Fall, vice-président national de l'Association des maîtres coraniques du Sénégal, que je vous propose d'écouter. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour répondre à l'appel du vénéré Khalif Cheikh Mountakha Mbacké, que Dieu le garde. Il a fait appel à tous les musulmans, particulièrement les maîtres coraniques et les talibés, de se rassembler pour effectuer des séances de récitation du Saint-Coran pour le bénéfice du pays. Il y a plusieurs centaines d'Arabes qui sont présents ici depuis ce matin. Ils ont récité plusieurs fois le Coran. Alors nous voulons nous profiter de cette situation pour adresser un mot à l'endroit de l'État du Sénégal et à l'endroit du peuple sénégalais, en disant que le système de l'enseignement coranique est là depuis plusieurs centaines d'années. Depuis 1050, les premiers daras se sont implantés ici au Sénégal, depuis 1050, l'an 1050. Depuis lors, les daras
ne cessent d'exister et d'exercer leur travail et de se répandre et de s'élargir. Il n'y a pas un coin au Sénégal où on peut aller sans trouver un dara. Et ces daras-là ne sont jamais pris en charge par aucun État. L'État continue à les ignorer. Mais les daras ont trouvé un moyen de survivre, un moyen de se développer. C'est pour cela qu'au niveau du Sénégal, on peut compter plusieurs millions de personnes qui mémorisent le Coran. Ça n'existe que dans le pays. Je crois que le taux des personnes qui mémorisent le Coran parmi la population sénégalaise, si on fait un recensement, ça sera un taux inégalé parmi les autres pays musulmans. Donc ça, c'est un acquis que les daras ont réussi à réaliser sans l'appui de nulle part. Sinon, l'appui des musulmans, la contribution des musulmans, qui sont décidés à donner l'aumône. Chaque jour, ils donnent l'aumône aux enfants talibés qui aillent les prendre. Donc il faut faire une distinction entre l'aumône et la mendicité. Ce que les talibés font, ce n'est pas de la mendicité, mais c'est la quête de l'aumône. Le phénomène des daras internats modernes qui demandent une contribution bien déterminée n'est pas encore fait 50 ans au niveau du Sénégal. Et les daras sont là depuis 1000 ans. Donc 950 ans, les daras exercent et donnent leur service gratuitement au peuple sénégalais. Et l'aumône que les Sénégalais donnent, c'est ça qui remplace ce qu'ils devaient. Alors, et puis si on analyse, on fait une observation par rapport aux parents qui envoient leurs enfants, qui ont choisi d'envoyer leurs enfants au niveau des daras, ce sont les catégories sociales ou les catégories auxquelles si on demande quelque chose, moi seul, il ne peut pas le faire. Je vous le disais en titre en marge de cette journée de lecture du Saint-Coran, le collectif en a profité pour dénoncer leur non-implication aux préparatifs des assises nationales dédiées aux Dara. L'intégration des Dara au dialogue national pourrait être une suite logique de ces efforts de modernisation et de reconnaissance de l'éducation coranique. Mais si l'État veut nous administrer, il n'a qu'à faire ses devoirs. Et l'État ne peut pas faire ses devoirs. Donc l'État n'a qu'à se dégager entre nous et la population. Si il peut contribuer ça et là, il vient, on discute, on peut lui montrer la voie. C'est pour cela que nous sommes enthousiastes d'aller participer aux assises que le président de la République du Sénégal a fait appel. Mais notre participation aussi a des préalables. Le premier préalable, c'est de nous assurer notre présence massive au niveau des forats qui doit être organisée au niveau des départements. S'ils organisent des forats et ils font appel à tout le monde, ils nous mettent en minorité, notre présence là-bas ne va pas servir à quelque chose. Et tout ce qui va sortir, qui ressortira de ces assises ne va pas nous engager. Notre taux de présence normal n'est pas réalisé, n'est pas acceptable. Ça, c'est un premier préalable. Le deuxième préalable, c'est de libérer nos camarades qui sont enfermés. Ils ont été enfermés à cause de la mendicité de leurs talibés. Nous avons plusieurs dizaines de milliers de daras qui pratiquent la mendicité. Ça sera une ségrégation. Soit qu'ils arrêtent tout le monde, soit qu'ils les avant qu'ils nous appellent à des discussions. S'ils veulent que les assises enregistrent une participation massive de nos daras, la première chose que l'État doit faire, c'est de libérer nos camarades qui sont emprisonnés à Saint-Louis et aussi lever l'interdiction qui a été exercée sur un dara qui est à Thiénaba Seck d'exercer l'enseignement coranique pendant 5 ans. Ça, c'est une injustice qui ne peut pas être justifiée. Donc, nous nous adressons directement au président de la République d'intervenir, d'arrêter tout cela pour qu'on puisse aller avec la conscience tranquille aux assises. Effectivement, nous, depuis le moment où le président de la République a déclaré son intention d'organiser des assises nationales sur les daras, nous avons créé un comité scientifique et nous avons produit plusieurs documents qui est destiné aux assises et d'autres documents qui est destiné à préparer nos membres pour qu'ils soient capables de participer pleinement et scientifiquement et objectivement dans les assises. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 28 mai 2025, l'info se poursuit sur la référence. Dialogue national convoqué par le président de la République au Centre international de conférence Abdou Diouf s'est ouvert aujourd'hui à Diamniadio. Le facilitateur Dr Cheikh Gueye regrette la non-participation de certains leaders politiques qui doivent contribuer à la vie démocratique de notre pays. Voici ses propos. Nous sommes fin prêts. Je considère que ce dialogue a commencé il y a déjà 1 mois et demi avec l'annonce du président de la République, avec notamment l'envoi des termes de référence à tous les acteurs de manière perlée pour n'oublier personne. Et ensuite, le recueil des remarques, préoccupations de la plupart des acteurs qui ont dit ce qu'ils pensaient de ce dialogue-là, de son contenu, de sa démarche. Également, l'élargissement de la palette d'acteurs qui ont été sollicités pour recevoir ces termes de référence-là. Dans le même cadre, nous avons commencé des consultations auprès de certains acteurs politiques, également des acteurs religieux, mais également plusieurs personnalités et organisations de la société civile qui ont été impliquées dans les dialogues précédents. Il était très important pour nous d'avoir également cette démarche de proximité, cette démarche de mobilisation des acteurs. Cela a beaucoup aidé à la compréhension de l'esprit du dialogue, des termes de référence, également de la philosophie
puis les attentes qui m'avaient été instruites par le président de la République va aboutir probablement à un dialogue réussi au bénéfice de tous les Sénégalais et de notre pays. Effectivement, j'ai essayé autant que faire se peut, d'associer à cette démarche les acteurs religieux. Je les considère comme des piliers essentiels de notre vie nationale et de notre contrat social. Et il me semblait donc important d'aller les voir, de les informer de la décision du président de consacrer ce dialogue au système politique qui, comme vous le savez, est souvent agité par des crises récurrentes et souvent, dans de tels cas, les acteurs religieux sont sollicités pour un règlement de ces conflits-là, pour la régulation du jeu politique. Oui, je le regrette beaucoup. Que ce soit l'APR, que ce soit Thierno Alassane Sall, que ce soit mon ami et mon frère Pape Djibril Fall, je crois que des décisions qui sont regrettables parce que je considère que ce dialogue est le leur, c'est un dialogue national qui est inscrit dans le calendrier républicain, notamment par le président Macky Sall, qu'il avait institué en appelant régulièrement tous les acteurs, même si ceux qui n'étaient pas contents de lui, de participer à ce type de rencontre. Je n'exclus pas la possibilité pour eux de contribuer quand même en renvoyant les termes de référence et des contributions comme l'a fait Pape Djibril. Ils ont leur place, leurs idées ont leur place dans ce dialogue, leurs visions ont leur place dans ce dialogue et qu'ils représentent des forces politiques majeures. Ils doivent continuer à contribuer à la vie démocratique de notre pays en y apportant de la contradiction, des idées, des programmes. C'est ça le sens aussi de ce type de dialogue. Selon toujours Dr Cheikh Gueye, ce dialogue national qui s'inscrit dans le calendrier républicain sur le système politique dont l'objectif est d'assurer une participation large, équilibrée et représentative pour lui donner une légitimité forte et construire des consensus solides. Dr Cheikh Gueye, que je vous propose de réécouter. L'intérêt en tout cas d'avoir envoyé les termes de référence depuis longtemps, c'est d'avoir laissé le temps aux différentes parties prenantes qui les ont reçues de réfléchir, de travailler avec leurs experts, de sédimenter un certain nombre de propositions, une masse critique de propositions qui ont été faites, les unes plus intéressantes que les autres et qui vont permettre sans doute, avec également la capitalisation des assises nationales d'il y a 15 ans, les travaux de la CNRI, les résultats des concertations qui ont été menées ces dernières années, de rendre plus facile les accords que nous souhaitons, les consensus qui vont s'établir entre les acteurs, non seulement politiques, mais aussi les autres forces vives de la nation. Que nous l'oublions pas, ce dialogue, c'est un dialogue national sur le système politique. Le système politique devant être compris comme un ensemble de mécanismes qui régissent la dévolution du pouvoir dans notre pays. Donc les acteurs politiques qui demandent le pouvoir sont concernés, mais déjà eux-mêmes ont d'autres fonctions. C'est des fonctions éducatives, des fonctions citoyennes, des fonctions de soutien. Donc les citoyens également sont partie prenante. C'est effectivement l'outil de la plateforme Djobanti qui devait encore plus aider les citoyens à se prononcer sur les termes de référence et à également proposer des contributions, des solutions, problèmes et préoccupations qui ont été proposées dans les termes de référence. Voilà, donc cette plateforme a bien fonctionné. Nous avons près de 9000 contributions qui ont été reçues, qui sont en train d'être traitées et qui démontrent l'intérêt des Sénégalais pour ce dialogue, mais également un niveau élevé d'engagement, de contribution qui montre que les Sénégalais ont envie réellement de moderniser notre système politique, d'améliorer notre démocratie, d'améliorer les libertés, mettre en place des mécanismes de régulation beaucoup plus forts de notre système politique, de rationaliser également le système politique avec donc les partis, le financement, le statut du chef de l'opposition. Et donc c'est très important que leur voix soit prise en compte. Toutes les forces vives de la nation ont leur part dans ce dialogue-là. Et je considère que de ce point de vue-là, du point de vue de la démarche, du point de vue déjà des contributions reçues, c'est déjà une grande avancée que va consacrer le dialogue. Restons toujours dans ce chapitre dialogue national qui s'est ouvert ce matin
au C4 pour le ministre conseiller porte-parole de la présidence et chef de la cellule digitale Ousseynou Ly. Quant à lui, il revient sur la plateforme Jubanti, un dispositif d'inclusion et un espace d'expression qui permet de contribuer directement au dialogue national. Cette plateforme a été mise en ligne sur l'instruction du président de la République parce que sa vision du dialogue, c'est non seulement d'avoir les acteurs politiques, la société civile, peut-être les universitaires, les experts, mais également, il a voulu donner l'opportunité aux citoyens sénégalais de faire parvenir son opinion sur le système politique. C'est pour cela que nous avons donné corps à son instruction demandant à créer cette plateforme. Et à ce jour, nous avons enregistré des milliers de visites, mais également, quand on a fait le compte ce matin, nous avons reçu 11 100 et quelques contributions à travers le questionnaire qui a été mis en ligne. Mais aussi, des contributions qui proviennent des questions, du questionnaire, mais également d'autres contributions, c'est-à-dire des productions qui sont souvent jointes à ces réponses-là. Oui, les questions sont organisées suivant les 3 thématiques du dialogue, notamment les questions qui portent sur la démocratie, les libertés, et également les questions qui portent sur le processus électoral, mais également les questions qui portent sur les réformes, c'est-à-dire sur le système institutionnel. Donc les questions sont réparties sur les 3 sous-thèmes de ce dialogue. Je rappelle que le thème central de ce dialogue porte sur le système politique. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. 12h20 à Gokhumbath et Pikine. Nous sommes dans la commune de Saint-Louis où la gouvernance a servi de cadre à la présentation de la revue annuelle de performance de l'Académie. Abdoulaye Wade, inspecteur d'Académie de Saint-Louis, a présenté le bilan de l'année 2024. Il est interrogé par Bara Diop. Donc nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la revue décentralisée de l'éducation et de la formation. Globalement, comme je l'ai dit, les résultats sont satisfaisants dans l'Académie de Saint-Louis. Nous avons obtenu des bons partout. Pour tous les indicateurs, nous avons enregistré des bons. Mais comme je l'ai dit aussi, cela ne doit pas occulter les difficultés et les défis du moment. Et monsieur le gouverneur est largement revenu sur les difficultés et les défis. Mais j'en profite, moi, pour féliciter tous les enseignants, tous les acteurs de la communauté éducative de Saint-Louis qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats satisfaisants. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est des résultats satisfaisants. Mais cette revue aussi nous a permis de passer en revue des problématiques actuelles du système éducatif. Problématiques liées à la gestion du personnel, problématiques liées à l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissages à travers la mise en œuvre des phares. Maintenant aussi, surtout, problématiques liées à la gouvernance du système éducatif. Et je pense que des recommandations fortes et des mesures ont été prises pour améliorer cette gouvernance du système éducatif dans la région de Saint-Louis. Et comme on l'a dit, quand nous améliorons la gouvernance du système éducatif, du coup, nous allons améliorer la qualité et améliorer l'accès. Voilà globalement ce que nous pouvons retenir de cette revue qui, à mon avis, a été une réussite. Et ça a permis aux différentes parties prenantes d'échanger sur les questions actuelles du système éducatif ici à Saint-Louis. À l'instant, Abdoulaye Wade IA de Saint-Louis qui réagissait au micro de Bara Diop sur le bilan de l'année 2024 sur la revue annuelle de performance de l'Académie. L'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Sidiki Sejong, qui a présidé cette cérémonie et qui a réuni également une multitude d'acteurs du système éducatif, est revenu sur l'objectif de cette revue. La RAC qui est un cadre de dialogue et de partage entre l'administration scolaire plus particulièrement et l'ensemble des parties prenantes du secteur de l'éducation et de la formation. Il faut dire que au terme de cette présentation, on a pu noter que les résultats de manière globale sont assez satisfaisants, même si quand même il y a des points à améliorer et des défis. Et parmi ces défis, il y a la question des infrastructures. On a noté que certains de nos établissements sont assez vétustes et que des efforts doivent être faits pour les réhabiliter. Sur cette question, nous avons invité aussi les collectivités territoriales à accompagner l'État pour la réhabilitation des écoles qui sont dans un état de vétusté avancé dans la région de Saint-Louis. Pour toujours ce qui concerne les
les défis, il y a la question du déficit de personnel, mais également la question de la gouvernance qui mérite d'être améliorée. On a également parlé de la question du taux brut de préscolarisation qui doit être renforcé, doit être élevé pour atteindre des taux assez satisfaisants. Au terme des échanges aussi, des recommandations fortes ont été formulées par les différentes parties prenantes pour qu'on puisse aller vers une année académique 2025 avec encore des résultats beaucoup plus probables. À l'instant, l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Sidi Gissé Djong, Sarah Biji, Sarah Koli, dans la commune de Kolda, il y est 12h, bientôt 25 minutes, où l'ampleur des grossesses précoces en milieu scolaire est préoccupante. Ceci fait que la capitale du Fouladou occupe la 3e place au niveau national en termes de taux de prévalence. Djibi Guissé, il est le coordonnateur de l'inspection médicale des écoles avec au micro d'Abdoulaye Diallo. En tout cas, les dernières études par rapport au rapport du GEP, groupe pour l'étude de l'environnement et la population, qui produit chaque année un rapport sur les grossesses en milieu scolaire. Le rapport 2024 a montré que l'académie de Kolda se situait à la 3e place au niveau national sur 16 académies. Donc l'ampleur des grossesses c'est vraiment entière au niveau de l'académie et ça se vérifie aussi tous les jours au niveau de l'inspection médicale. Nous recevons tous les jours des références de cas de filles, élèves, surtout des collégiennes qui sont en état de grossesse. C'est une manifestation très importante dans la mesure où elle va allier la sensibilisation, donc la prévention, à la prise en charge. L'équipe se déplace avec l'appui de l'inspection médicale des écoles pour consulter les élèves, surtout en mettant le focus sur les filles, pour consulter contre les infections sexuellement transmissibles, faire un dépistage du cancer de col de l'utérus et aussi une consultation générale pour les garçons aussi. Tout ça pour les aider, les accompagner à prendre en charge les infections sexuellement transmissibles. Mais surtout couplé à une grande mobilisation sociale qui va revenir sur la sexualité des adolescents, sur la santé de la reproduction des ados et des jeunes, en mettant le focus sur l'abstinence que les filles et garçons doivent faire pour éviter d'avoir des grossesses en milieu scolaire. C'est pour accompagner au nom de l'inspection d'académie notre partenaire Maristop International qui est en train de mener sa première activité au CMC Kilo Nord dans le cadre du projet Zéro abandon lié aux grossesses en milieu scolaire. Un projet qui est déroulé actuellement dans plusieurs régions et pour l'académie de Kolda qui intervient pour le moment dans 3 établissements, dont le CMC Kilo Nord, le CM Gadapara et le lycée Alpha Molobal. Retour à Kaolack où la ville de Bossé Kumbo Djiguen a abrité une rencontre régionale du programme Agroécologie Sahel dont le but de développer les capacités d'action des partenaires et des communautés locales. Écoutons Edouard François Ndong de la Caritas Kaolack. Au courant de cette semaine, le programme Agroécologie Sahel se réunit à Kaolack en partenariat avec le Secours catholique. Et je rappellerai que ce programme regroupe 7 pays du Sahel, accompagnés par le Secours catholique dans le cadre d'un programme CPP financé par l'AFD. Cette rencontre aujourd'hui se veut un cadre d'échange, de mutualisation, mais de réflexion prospective autour de cette thématique agroécologique qui est une thématique d'enjeu dans un contexte de changement climatique. Comme nous le savons tous, les effets de ce changement climatique sont monstres, énormes et très endommageables à notre environnement, mais également aux communautés et aux écosystèmes. Ce qui est attendu à l'issue de cette rencontre, comme le PAES l'a toujours fait, le PAES reste une force de proposition, mais au-delà, sous-tendu par des réflexions stratégiques assez fortes qui puissent influer non seulement les politiques, mais également qui puissent permettre aux acteurs du développement d'avoir des solutions à portée de main pour pouvoir accompagner les paysans, les producteurs qui s'activent dans l'agriculture, mais également pour pouvoir accompagner tous ces acteurs-là qui sont en train de promouvoir une bonne gestion de notre environnement. Donc, force de proposition, dirais-je, et au terme de cette réflexion également, nous allons pouvoir nous projeter pour voir les années à venir comment ce PAES va se repositionner en termes d'organisation réseau au sein du Sahel, mais également en termes de force de proposition à l'endroit des politiques de nos différents pays respectifs. Au niveau de la zone Sahel,
comme son nom l'indique, le Sahel, nous tous, nous constatons comment il est agressé, comment il est menacé. Nous voyons l'environnement du Sahel, comment il est par rapport au reste de l'Afrique. Et c'est pour nous un enjeu aujourd'hui de voir comment nous devons davantage préserver cet environnement, comment nous devons davantage restaurer nos écosystèmes, comment nous devons davantage accompagner les organisations de producteurs à produire sain. Donc c'est pour nous un enjeu assez fort et les attentes de cette rencontre devraient nous permettre de nous orienter vers des propositions assez structurantes, mais vers des propositions également porteuses de résultats. Actualité internationale. Tombouctou au Mali, il est 12h28 sur l'international. Violente attaque à Djoura, 40 soldats maliens tués par des djihadistes affiliés au groupe Jenin lié à Al-Qaïda. Plusieurs dizaines de soldats tués au Niger dans l'attaque de leur position à Eknewan, dans la région de Tawa. On est dans la zone frontalière avec le Mali. Le centre du Mali, une quarantaine de soldats ont été tués dans l'attaque du camp militaire de Djoura, dans la région de Mopti. Attaque menée cette fois-ci par les djihadistes du JNIM liés à Al-Qaïda qui ont revendiqué avoir pris le contrôle du camp. Le JNIM a également diffusé des vidéos des soldats maliens tués, du matériel dérobé à l'armée malienne. Par ailleurs, ce lundi matin, c'est le camp militaire de Soumpi dans la région de Tombouctou qui a été visé par des tirs de drones. Cette fois, ce sont les rebelles du FLA qui revendiquent l'attaque. Aucun bilan à ce stade. Actualité internationale. Le Sénat venait de voter la levée de son immunité. Joseph Kabila avait dénoncé dans une vidéo la dictature de Félix Tshisekedi et annoncé qu'il serait bientôt à Goma. Eh bien, plusieurs sources de l'AFCM 23 et de l'entourage de l'ancien président l'annoncent. Il se trouve bien dans la capitale provinciale du Nord Kivu. Patient Ligodi, pas de photos ou de vidéos, mais selon ses personnalités, Joseph Kabila est arrivé dans la nuit. Actualité internationale. Au Bénin, le verdict de la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, était attendu aujourd'hui. Mais Steve Amoussou ne sera fixé sur son sort que le 2 juin, annonce de la Criette. Il est accusé d'être le célèbre frère Ounvi sur les réseaux sociaux, auteur d'audio vitriol contre Patrice Talon, sa gouvernance et son entourage, ce qu'il a nié tout au long de son procès. Les avocats de Steve Amoussou réclament son acquittement, mais le procureur, lui, a requis 2 ans de prison pour cyberharcèlement et incitation à la rébellion. L'assemblée annuelle de la BAD, la Banque africaine de développement, commence à Abidjan, avec en ligne de mire l'élection jeudi de celui ou celle qui prendra sa présidence et remplacera le Nigérian Akinwumi Adesina. Un gros dossier latent, celui du financement de la banque multilatérale. En effet, elle risque de perdre, Justine Fontaine, $1 demi-milliard de financement de la part des États-Unis. Actualité internationale. En Centrafrique, cela fait 1 an que le chercheur belgo-portugais Joseph Figueira Martin est en détention. Arrêté le 26 mai 2024 par des mercenaires de Wagner à Zemio, dans le sud-ouest du pays, où il menait une mission pour une ONG humanitaire américaine. Il est depuis détenu au camp de Roux, à Bangui, dans des conditions difficiles. Le parquet centrafricain l'accuse d'atteinte à la sûreté de l'État et d'espionnage, ainsi que d'avoir mis en place une branche internationale terroriste avec des ramifications internationales. Pourtant, il n'a fait l'objet que de 2 auditions et aucune date n'a été fixée pour son procès. Son frère, Georges Martin, s'inquiète. Actualité internationale. 1 an de détention pour Joseph Figueira Martin. Aux Comores, 8 ans de détention pour l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, condamné à la perpétuité dans une affaire de vente de passeports. Il est incarcéré dans sa résidence, transformée en annexe de la prison de Moroni. Depuis son procès en 2022, ses soutiens dénoncent une condamnation politique. Le pouvoir ne veut pas le gracier tant que l'intéressé n'en aura pas fait la demande, mais cette option, l'ancien président la refuse. Il continue de clamer son innocence. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec du football. Le coach de l'équipe nationale, Pape Thiaw, faisait face hier à la presse. Le Sénégal disputera ses 2 matchs amicaux de juin sans son vice-capitaine emblématique. Sadio Mané ne sera pas de la partie pour des raisons personnelles, dit Pape Thiaw.
Interrogé sur ce choix, Pape Thiaw est resté sobre. C'est une décision personnelle qui lui appartient et en tant que sélectionneur, je respecte ce choix. Pour moi, le plus important, c'est le collectif, nous dit Pape Thiaw, que je vous propose d'écouter. Non, je pense que ça a été clair. Je l'ai dit, c'est une décision personnelle. Donc, que je dis, je respecte et aussi je coach des hommes et je ne commande pas sur les décisions personnelles. Mais Sadio Mané, c'est un joueur très important pour notre dispositif. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours montré, qui a toujours mouillé son maillot. Donc, aujourd'hui, je ne veux pas en parler parce que j'en ai déjà répondu sur son absence. Aujourd'hui, moi, je coach un collectif, je ne coach pas un joueur. Donc, je mettrai à la place d'autres joueurs qui seront là et espérons qu'il donnera satisfaction comme lui, il l'a toujours fait. Il y a aussi l'avenir dedans parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a des jeunes joueurs qui émergent, qui font une très belle saison à l'autre bout du monde. Donc, je pense qu'ils méritent leur sélection et j'ai confiance en eux et je pense qu'ils seront là pour montrer aussi tout ce qu'ils sont en train de faire durant la saison et espérons que ça sera à partir de ces 2 matchs. C'est des matchs amicaux, donc les matchs amicaux servent à essayer, corriger et aussi se préparer pour la suite. Donc c'est sûr, on va essayer des choses, on va essayer de mettre en place des choses et puis on va corriger les choses qu'on va voir durant ces matchs qui vont nous servir parce qu'on sait qu'on aura des adversaires de grand calibre et il faut se préparer à ça et aussi nous en tant que coach ça nous permettra aussi de se mesurer. À l'instant, le coach Pape Thiaw. Foot féminin, l'équipe nationale féminine du Sénégal entamera sa Coupe d'Afrique des Nations contre la RD Congo. Les Lions devront ensuite jouer face à la Zambie puis le Maroc. Le Sénégal jouera son premier match le 6 juillet 2025 à 14h avec une confrontation face à la RD Congo. Rappelons que cette CAN aura lieu du 5 au 26 juillet 2025. Tournoi UFOA qui se déroule actuellement en Mauritanie. Le Sénégal en demi-finale jouera contre le Libéria. La Sierra Leone jouera contre le Mali. En Europe, à 19h, on joue ce soir la finale de la Ligue Conférence entre le Betis Séville et le Chelsea de Nico Jackson. Ça est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place Le Soleil, Sud Quotidien, Walf le matin. La presse des jours lue et parcourue en 2 minutes 36 par Ndeye Fatou Cissé. Lancement des concertations autour du système politique sénégalais nommé Dialogue National. Dans sa parution du jour relève déjà l'absence de Macky, Thierno et Aïssata, pointant ainsi du doigt, je cite, ce qu'il appelle le boycott des salles, au moment où Bougane et compagnie organisent une contre-attaque pour dénoncer de la tribune une tentative de mise en scène du consensus. Mais quoi qu'il en soit, le président ouvre aujourd'hui les assises au CIRAD avec en ligne de mire un nouveau pacte démocratique. Les citoyens expriment leurs attentes, relate le quotidien national Le Soleil qui met l'accent entre autres sur l'objectif de la consolidation du système politique avec des pistes de réforme. Tout en faisant état d'une participation record, Le Soleil fait mention des arguments des partisans du boycott au dialogue national. Macky lâché par ses ministres et ses alliés. Note de son côté point actu. Début du dialogue politique, le projet ne change pas. Le titre barre la une du journal Le Quotidien. Nous aurions pu faire comme les autres, cacher les déficits et entretenir l'illusion, mais nous avons choisi une base saine avec une gouvernance rigoureuse en assumant tous les sacrifices qu'elle implique. Le quotidien Yor au Forum Invest in Sénégal 2025 met ainsi le focus sur les déclarations du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko qui trace, note le journal, une nouvelle voie économique sous le sceau de la gestion saine, rigoureuse et transparente. Suspension des aides multilatérales et l'arrêt des financements depuis plus d'1 an. Le Sénégal est resté debout. Barre en une Sud Quotidien qui évoque également ce matin les déclarations du PM Ousmane Sonko. Éducation, tricherie massive lors du bac blanc au lycée Blaise Diagne et de la Fosse. Libération dans le secret de l'enquête fait des révélations à ses lecteurs. Assistant du censeur du lycée Blaise Diagne, Gueye, 32 ans.
FM a offert le corrigé à une amie élève en classe de terminale lors de leurs échanges sur WhatsApp. Renseigne la publication qui mentionne que le mis en cause accablé a été déféré au parquet pour diffusion de données à caractère public, fraude sur des documents administratifs et fraude à l'examen. Et terminant Libération d'évoquer le procédé qui a abouti à la circulation entre les lycées Blaise Diagne et de la fosse du corrigé de l'anglais avant qu'il ne soit déniché dans le téléphone d'un élève. Sport, match contre l'Irlande et l'Angleterre, 2 matchs amicaux pour essayer corriger et préparer la suite, indique à la une de Point Actu Sport le sélectionneur Pape Thiaw. C'est la fin de cette édition, une mise en onde de Code Sec Kélémé. La rédaction en chef a été assurée par Ndeye Fatou Sissé, était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 20 minutes. Ce sera un Wolof. Tout de suite le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. Kaolack, en marge de la journée de lecture collective du Saint-Coran, recommandé par Serigne Mountakha Mbacké, le khalife général de Mouride. Le collectif des maîtres coraniques en a profité pour dénoncer leur non-implication aux préparatifs des assises nationales dédiées au Dara. Nous nous sommes rendus à Toubandorong. Dialogue national qui s'inscrit dans le cadre le calendrier républicain et qui s'ouvre aujourd'hui à Diamniadio. Selon le facilitateur, tout est mis en œuvre pour que ce dialogue soit inclusif et méthodique. Grossesse précoce en milieu scolaire, un phénomène qui aggrave le taux d'abandon scolaire des jeunes filles au Foulado, et en termes de taux de prévalence, Kolda occupe la 3e place au niveau national. Nous nous sommes rendus au CM Cyclo Nord dans la commune de Kolda. Sur l'international, Mali, violente attaque à Djoura. 40 soldats maliens tués par des djihadistes affiliés au groupe Jinim lié à Al-Qaïda. Et puis sport face à la presse, hier le coach Pape Thiaw revient sur la non-convocation de son vice-capitaine Sadio Mané pour les 2 rencontres amicales à venir. La revue de quotidien a mis un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Le journal Serigne Moussa Kane.